Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la RDC et de la condamnation de Joseph Kabila. Quel impact sur le processus de paix? Nous nous interrogeons avec nos invités sur le sort de Joseph Kabila. Il est condamné à la peine de mort. L'ancien président congolais est accusé de crimes de guerre et de trahison. Il est dans cette affaire qui a éclaté et dans laquelle il a été jugé par contumace. Joseph Kabila donc est condamné à la peine de mort. Quel est son impact sur le processus de paix quand on sait qu'il est accusé d'être le patron de la branche politique du M23 qui est l'AFC, et l'AFC M23 justement qui est en négociation avec le pouvoir de Kinshasa à Doha pour trouver la paix dans l'est de la RDC. Cette condamnation peut-elle être un frein à ce processus? Peut-elle donner plus de poids à la République démocratique du Congo pour prendre le dessus dans les négociations? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. Joseph Kabila est condamné à la peine de mort. Son groupe continuera-t-il les négociations avec Kinshasa quand on sait que les négociations pour le processus de paix ne sont pas encore terminées? Ben écoutez Guillaume, cette situation, elle est un peu compliquée. En même temps, on peut essayer de trouver des raisons valables à cet acharnement judiciaire contre un ancien président qui pèse toujours sur l'échiquier politique au niveau de la République démocratique du Congo, qui a une base véritablement et qui a une posture assez intéressante au plan international, qui a énormément de réseaux, non seulement au niveau de l'Afrique, l'Afrique centrale et de l'Afrique australe, mais également au niveau donc de l'Occident, qui essaie véritablement de rencontrer ces chancelleries-là pour pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Donc on trouve que Joseph Kabila devient gênant véritablement. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, Félix Tshisekedi, politiquement, a échoué. Excusez-moi. Félix Tshisekedi a échoué politiquement. Parce que comment comprendre que lorsqu'on accuse l'ancien président Joseph Kabila de trahison, de crimes de guerre ou de complot insurrectionnel et tout cela, et que ceux-mêmes qui ont envahi le territoire congolais, c'est-à-dire l'FCM 23, les rebelles, qui ont pris possession de ces territoires-là, que ces personnes-là ne soient pas poursuivies? Est-ce que c'est un peu paradoxal? C'est-à-dire qu'on laisse la source du problème pour s'attaquer à ce qu'on peut appeler une cause subsidiaire. Parce qu'en fait, dans la procédure judiciaire qui est enclenchée, vous n'avez pas entendu qu'il y a des poursuites enclenchées contre les responsables de l'AFCM 23. D'ailleurs même. C'est à ce titre que Joseph Kabila est considéré. Il est considéré comme étant l'un des responsables de l'AFCM 23. Est-ce que vous avez... Il est considéré comme étant le patron de la branche. Mais écoutez. Dans les discussions qui ont lieu actuellement à Qatar, est-ce que vous avez vu Joseph Kabila dans un rôle de représentant, dans un rôle de responsable? C'est pas cette personne-là, ce personnage-là, l'ancien président de la CENI, qui est toujours au devant de la scène? C'est pas lui qui est là-bas? Dans le pourparlers là, est-ce que vous avez vu un représentant de l'ancien président Joseph Kabila, ou vous l'avez vu jouer un rôle prépondérant? Non, vous ne l'avez pas vu. Donc on laisse le problème fondamental, on laisse le nœud du problème et on s'attaque à quelqu'un qui est dérangeant sur le plan politique. C'est-à-dire que... Vous pensez que Joseph Kabila n'a rien à voir avec la... Bien sûr. Mais d'ailleurs, même vous avez vu l'accord de principe qui a été signé entre les deux parties à Doha. Mais ça viole une des dispositions. Parce qu'en fait, dans l'accord de principe, c'est de faire en sorte que la calmie revienne véritablement entre les parties prenantes dans ce conflit. Donc, s'ils estiment que Joseph Kabila est un acteur important dans ce qui se passe au niveau de cette partie de la République démocratique du Congo, on ne devrait pas enclencher des procédures judiciaires contre cette personne alors que nous sommes dans un processus de paix avec la médiation des États-Unis, de Doha et puis de l'Union africaine et j'en passe. On ne devrait pas aller dans ce sens-là. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est politique. Félix Tshisekedi a des difficultés politiques. Il faudrait trouver quelqu'un comme responsable de son échec politique, de son échec à assurer la sécurité des Congolais. Et là, la personne tout à fait trouvée pour servir de bouc émissaire, c'est l'ancien président
Joseph Kabila. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit en Afrique, celui qui a été notre bienfaiteur. Parce que vous imaginez, sans Joseph Kabila, vous imaginez Félix Tshisekedi être président de la République démocratique du Congo? Même dans ses rêves, il ne verra pas ce fauteuil-là. Donc voilà des gens qui ont à un moment donné collaboré. Et donc, chemin faisant, des mésententes sont nées véritablement. Et là, on trouve que celui qui nous a aidé à arriver au pouvoir devient gênant politiquement. Parce qu'il devient de plus en plus prépondérant sur la scène politique. On est même allé suspendre son parti politique. On a suspendu les activités de ce parti politique. On a mis ses collaborateurs sous surveillance. Si ce n'est pas de l'acharnement judiciaire, politico-judiciaire, comment on peut qualifier cela? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que ce processus de paix est mal parti, parce que ceux qui représentent la SM23 au niveau donc, de Doha dans ces discussions sont sortis. Vous avez suivi leur déclaration. Il dit bien évidemment, cela aura un incident sur le processus en cours là-bas, véritablement. Et donc je pense que nous allons faire de la surface, nous allons toujours aller revenir, nous allons toujours tourner en rond, mais pendant ce temps-là, au niveau donc de cette partie de la République démocratique du Congo, au niveau du Sud Kivu, au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo, les gens continuent par subir les violences, les gens continuent par fuir, les gens continuent par mourir, les gens continuent par se déplacer véritablement de ces territoires-là, et donc ça devient inquiétant. Soit M. Tshisekedi trouve des solutions durables et amorce véritablement le processus de réconciliation et de paix entre les fils et filles de la République démocratique du Congo, ou soit il estime qu'il est incapable d'apporter une solution durable au problème de la République démocratique du Congo, que de s'acharner contre cet ancien président qui en fait n'a rien fait que de vouloir se prononcer sur la situation de son pays. Parce qu'en fait, la République démocratique du Congo n'est pas une propriété du clan Tshisekedi. Ce n'est pas un bien privé donc du parti au pouvoir. C'est un bien qui appartient à tous les Congolais, y compris l'ancien président Joseph Kabila. Et donc c'est normal. Tout cet acharnement judiciaire n'aura aucun effet véritablement. Parce que eux, ils ont la force aujourd'hui de s'en prendre à l'ancien président, mais ils n'ont pas la force d'aller combattre ceux qui occupent les territoires de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas la force de les déloger. Ils n'ont pas la force de rétablir l'autorité de l'État. Ils n'ont pas la force de redonner espoir à ce peuple-là meurtri, à ce peuple-là qui manque de repères, à ce peuple-là qui ne cherche qu'à vivre et à vaquer librement à leur occupation. C'est triste de voir ce pays-là que Dieu a tant béni, que Dieu a donné énormément de ressources, se retrouver dans une situation théâtrale véritablement qui ne permet pas véritablement d'avancer. Et donc on recule, bien évidemment. Merci beaucoup à vous. Samir Ouro Sama, Dieudonné Sewonou, Joseph Kabila est condamné à la peine de mort. Quel impact pour cette décision sur le processus de paix qui est en cours à Doha? Non, mais vous savez, devant une question de rapport de force, je crois que le pouvoir de Kinshasa a choisi la machine judiciaire pour faire sa pression. J'ai toujours dit à ce plateau que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo nécessite un véritable rapport de force pour semer ce qu'on appelle de l'équilibre fondamental. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa peine à trouver cet équilibre ou alors peine à trouver ce rapport de force pour faire taire les surrectionnistes ou alors ceux qui menacent la paix dans l'Est ou alors dans cette portion du territoire de la République démocratique du Congo, a plutôt choisi se tailler une portion de pouvoir sur l'échiquier juridique et se basant sur des acteurs de droit pour ramener des vieilles casseroles et essayer de dissuader encore. Faudrait-il savoir que ça aurait un effet véritable? Rappelons-le, Tshisekedi ou alors le pouvoir de... Quand je parle de Tshisekedi, je parle de pouvoir de la République démocratique du Congo, veut dissuader malheureusement le M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo face aux attaques qui continuent toujours malgré les processus de paix qui sont en cours. Mais est-ce déclarant aujourd'hui
l'ancien président congolais Joseph Kabila, condamné à mort, pourra résoudre un problème. Je pense que la question est loin d'être résolue avec cette baguette juridique et à la fois juridictionnelle qui ne pourra pas, malheureusement, pas décourager ces promoteurs de la balkanisation de leurs conquêtes qui sont en train de promouvoir jusqu'ici. Moi, je suis surpris de certains procès qui se passent actuellement en République démocratique du Congo. Le récent, c'est celui du ministre de la Justice, Constant Moustaba. Je me demande si l'appareil pourra arriver jusqu'à bout de ce procès. À ma grande surprise, on y est arrivé. On a réussi à condamner ce jeune homme. Aujourd'hui, on sort la tirerie lourde juridictionnelle, bien évidemment, sur Joseph Kabila et qu'on déclare condamné à mort. Mais jusqu'ici, aucun verdict d'arrestation ou de mandat d'arrêt n'a été lancé contre ce monsieur qui continue, bien évidemment, par faire ses navettes dans la sous-région. Il a été 3 fois déjà au Kenya, rencontrer Ruto, et il serait actuellement au Zimbabwe où il vit tranquillement sa vie avec ses hommes. Mais jusqu'à quand? Alors, déclarer quelqu'un condamné à mort et ne pas lancer un mandat d'arrêt, je ne sais pas ce que la justice serait en train de préparer dans ce sens. Mais moi, pour revenir à votre question, le processus de paix qui est aujourd'hui entretenu là au Qatar, je vous avais dit, c'est une fuite en avant et on ne pourra pas aller à ce processus de paix sans mettre un poids lourd en question de rapport de force sur la table avant d'aller là. Aujourd'hui, voilà les réalités. Et le pouvoir de Tshisekedi pense avoir fait quelque chose. Mais je ne pense pas que cela puisse décourager les éléments qui sont sur le terrain et qui continuent toujours par gratiner des portions de terrain qu'on va bientôt balkaniser. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure, mais c'est ce qui semble être dessiné là, dans cette portion du territoire congolais. Alors, je ne comprends pas cet acharnement sur Kabila. Je ne dis pas que Kabila était le sang des présidents passés. Tout président dans un pays continent comme la République démocratique du Congo a forcément des casseroles qui crient plus fort. Mais là, on est sur un front pacifique, un front de réhabilitation, de paix pour réunifier le territoire congolais. Mais j'ai comme l'impression que le pouvoir congolais est sur 2 fronts ou plusieurs fronts à la fois. Un pied au Qatar pour négocier, pour parler de paix, et un pied dans le palais de justice pour condamner à mort. Vous pensez qu'on puisse aller véritablement à ce processus de paix? Ou alors vous pensez qu'on est en train de faciliter la tâche aux médiateurs de l'Union africaine, aux médiateurs de l'ONU, ou qui que ce soit pour véritablement à ce rapport de paix? Ce n'est pas évident. Oui, il y a un coup de marteau qui vient d'être donné sur le toit du processus de paix, là au Qatar, mais la suite nous le dira. Alors, Samir Ourossama, au-delà du fait que Joseph Kabila soit condamné à la peine de mort et que cela puisse avoir un impact sur le processus de paix, est-ce que cela met fin à la guerre? Puisqu'on a eu l'impression que la priorité de Joseph Kabila, c'est de mettre fin à cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Si on extrait, ou bien, oui, on extrait ou on soustrait plutôt le processus de Doha, est-ce que ce qui restera après cette condamnation pourrait permettre de mettre fin à l'influence du M23 dans l'est de la RDC? Ben écoutez Guillaume, je suis d'accord avec votre approche, l'analyse que vous faites de la situation. Je pense que la première chose, c'est de chercher à savoir si aujourd'hui Kinshasa dispose des moyens adéquats pour aller chercher l'ancien président Joseph Kabila. Je pense que Dieudonné l'a évoqué, qu'il vit toujours dans la région, qu'il devrait être quelque part au niveau du Zimbabwe, où il jouit donc de la protection donc de l'État zimbabwéen. Les gens disent même que à l'époque même, il avait même au niveau donc de sa garde présidentielle un certain nombre de militaires zimbabwéens qui lui ont resté fidèles véritablement. Donc la première chose, depuis l'époque de son père, c'est de savoir véritablement est-ce que Kinshasa a les moyens d'aller chercher Joseph Kabila?
Et là, jusqu'alors, on n'a pas appris qu'un quelconque mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ancien président. La deuxième chose, vous faites bien de le préciser également, Guillaume. Est-ce que cela va permettre de mettre fin à cette guerre, à cette crise? Est-ce que cela va permettre le fait de condamner à mort? Et puis pour la petite parenthèse, c'est vrai qu'on condamne les gens, condamne les gens à mort au niveau de la République démocratique du Congo, sauf que depuis quelques années déjà, cette peine n'a jamais été exécutée. Elle se convertit souvent à la réclusion criminelle à perpétuité véritablement. Et donc, on se pose la question, est-ce que c'est le fait de condamner à mort un ancien président qui va permettre de mettre fin à ce conflit qui perdure au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que cela va permettre de ramener la paix? Est-ce que cela va permettre aux Congolais de retrouver leur quiétude, de retrouver cette tranquillité d'antan? Mais la seule chose dont on est sûr, Guillaume, la seule chose dont on est sûr, c'est que jusqu'alors, l'État de la République démocratique du Congo a montré ses insuffisances dans la défense de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un fait, c'est factuel, on peut vérifier ça sur le terrain. Et donc, si vous avez cette possibilité-là de pouvoir aller à la table de négociation, de se parler, de s'entendre, de concéder, de part et d'autre un certain nombre de privilèges et de redonner espoir à la paix et de permettre donc à la population de pouvoir librement vaquer à l'avenir à leurs occupations. Pourquoi vous voulez mettre en péril cette chance-là qui s'est offerte à vous? Pourquoi vous ne voulez pas que les médiateurs qui se sont impliqués dans cette crise, notamment les États-Unis d'Amérique, notamment Doha qui se sont impliqués personnellement, pourquoi vous ne voulez pas que ces médiateurs-là vous fassent confiance et que au même moment que vous lancez un processus de paix, en ce moment, vous êtes en train de poursuivre les gens. Et pas des moindres. On dira que la justice fait son travail et le pouvoir politique aussi fait son travail. Mais la justice ne doit pas être sélective. Mais si vous voulez poursuivre les gens, poursuivez tous les acteurs qui sont impliqués dans cette agression donc, de la République démocratique du Congo. En commençant par les autorités, les autorités rwandaises. En poursuivant les rebelles du M23, en poursuivant tous ces acteurs-là qui ont pris possession et qui continuent véritablement de progresser dans la possession de ces territoires-là. Mais si vous êtes incapable de faire cela et que vous choisissez d'appliquer une justice sélective, là on est en droit de s'interroger si vraiment vos ambitions c'est de redonner la paix à la République démocratique du Congo ou bien c'est de faire plaisir à vos ambitions politiques parce que sur le plan de la gestion de l'État vous avez échoué et là vos adversaires, vos détracteurs sont en train de vous qualifier d'instaurer une dictature à la tête de la République démocratique du Congo. Et là, on finira par leur donner raison. Parce que vos attitudes, vos pratiques ne montrent pas le contraire de ce qu'ils avancent comme argument et avec des éléments factuels qui sous-tendent cela. En Samir Ouroussama, le fait d'avoir condamné Joseph Kabila n'arrête pas la guerre dans l'Est de la RDC. Mais si cela permettez d'arrêter la guerre, je serai le plus heureux sur ce plateau. Sauf que c'est une utopie. Sauf que ça, c'est du leurre. Ça ne permettra pas véritablement de mettre fin au Kalachnikov. Ça ne permettra pas de mettre fin aux armes qui crépitent chaque jour au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Samir Ouroussama, Dieu donné nous, on l'a dit, ce sera compliqué d'aller chercher Joseph Kabila. Du moins, on attend en tout cas de voir comment ce sera organisé. Mais est-ce que cette condamnation met fin ou bien contribuera à la fin de la guerre dans l'Est de la RDC, puisqu'on voit que ça va mettre un coup d'arrêt au processus de paix dans l'Est de la RDC. Est-ce que la RDC disposera d'un autre moyen pour mettre fin à cette guerre? Non, mais écoutez, je l'ai déjà dit, oui, la nouvelle mesure ou alors cette nouvelle disposition mettra un coup d'arrêt sur le processus de paix qui est enclenché là au niveau de Doha. Par contre, cela ne mettra pas de coup d'arrêt au niveau de la crise sur le terrain. La preuve, les attaques continuent. La preuve, cela regalvanise au contraire. Ou alors cela regalvaniserait les troupes qui sont déjà au front et qui continuent d'attaquer. La preuve, cela n'émeut personne, malheureusement. Alors, si tant est que le M23 sur le terrain ne reconnaît pas comment dirais-je,
la domination ou alors la présence de Joseph Kabila à leur sein ou alors derrière eux pour pouvoir mener cette bataille. Alors arrêter Joseph Kabila ou tuer Joseph Kabila ne pourrait mettre en aucun cas fin à cette guerre qui est d'ailleurs accompagné de plusieurs entités, même quand si on refuse. Joseph Kabila était réellement le patron du M23. Même si Joseph Kabila était le patron du M23, le fait de le condamner à mort en soi donne plutôt une autre énergie à changer le rythme de la guerre, à changer le rythme de la violence dans la zone. Alors vous êtes en train, peut-être là, en train d'offenser un taureau blessé. Et là, je ne pense pas qu'on est dans un processus de paix. On ne peut pas être dans un processus de paix en faisant ce qu'on est en train de faire là. Pour vous, vous ne fallait pas le juger en ce moment? Non, mais pourquoi ce timing? Laissez le processus de paix arriver d'abord à sa fin et que chacun ait le résultat voulu. Maintenant, si vous voulez forcément éloigner quelqu'un ou alors faire taire quelqu'un définitivement, parce que le seul clan aujourd'hui qui fait peur au pouvoir de Kinshasa, c'est bien le clan de Kabila. Et qui, bien évidemment, on le sait, avec tout ce qu'il a dans sa gibissière, peut faire renverser la situation à n'importe quel moment. Mais si vous voulez finir avec ce monsieur, laissez quand même la communauté internationale qui vous accompagne aujourd'hui à finir avec le, entre guillemets, le processus de paix sur le champ. Finissez avec ce processus de paix et sortez les véritables clauses, les véritables rapports, les véritables accords. Maintenant, pour faire place maintenant à ce jugement ou alors à cette condamnation, si cela devrait en avoir lieu, il faut prendre un autre timing pour ne pas semer de la zizanie dans ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, je trouve aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, les autorités congolaises savent et maîtrisent bien ce qu'elles sont en train de faire. Nous ne sommes qu'en train de faire des observations et ces observations peuvent tomber peut-être maladroites, mais selon nous, ou alors selon moi aujourd'hui, il est très mal placé aujourd'hui de sortir avec un verdict de condamnation à mort contre quelqu'un qu'on soupçonne jusqu'ici, on soupçonne d'être à la base des problèmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les véritables acteurs sont sur le terrain. Mais ils ne sont pas encore inquiétés. Donc, si vous condamnez quelqu'un et qui doit être sur le territoire pour subir les affres de cette condamnation, aussi longtemps qu'il est en dehors de vous, il reste et il restera toujours cette menace. N'oubliez pas, le Zimbabwe, c'est un allié important de l'ancien pouvoir congolais. Et ce monsieur se trouve aujourd'hui en Zimbabwe. Je ne vois pas, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, le Zimbabwe livrer Joseph Kabila au pouvoir de Kinshasa pour en faire ce qu'il veut. Mais aussi longtemps que le monsieur est là-bas, il peut toujours, et il n'est pas seul. Il y a un ancien directeur de la police aussi qui est là-bas avec ses éléments et qui n'est pas forcément content avec le pouvoir de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Malheureusement aujourd'hui, au lieu de trancher, de trouver des solutions aux problèmes, on les aggrave davantage et cela prend une proportion importante sur le continent pensant qu'on est en train de mieux faire. Et là, il y a lieu quand même qu'on revoie véritablement les positions. Oui, processus de jugement qui a amené à la condamnation. Maintenant, à la suite, on attend de voir analyser le mandat international d'arrêt contre Joseph Kabila qui jusqu'ici n'est pas encore sorti. Merci beaucoup. Samir, quelque chose à ajouter? Oui, moi je voudrais juste m'interroger. Pourquoi encore créer une crise dans une crise? Parce que là, la République démocratique du Congo est en train de subir une crise, de facto, et là on crée une crise encore dans une crise. Alors, on peut se poser la question, ou on peut orienter même l'analyse sur l'aspect politique. Est-ce que Félix Tshisekedi, qui est en train de terminer son second mandat, n'est pas en train de mettre le pays dans une situation de complication et pouvoir se maintenir au pouvoir, ce qui fait que la plupart de ses opposants l'accusent aujourd'hui de pouvoir instaurer la dictature à la tête de l'État. Et les gens ont même prêté les intentions au président actuel de vouloir modifier la Constitution et se maintenir encore au pouvoir. Donc, en fait, on est en train de voir qu'en fait, parce que
l'actuel président a échoué de déclarer la guerre au Rwanda, l'ancien président a échoué de ramener la paix à l'aide de la République démocratique du Congo, il va falloir trouver une solution aux yeux donc de la population pour dire qu'en fait, si je suis incapable de vous assurer la sécurité, si je suis incapable de vous garantir une paix durable au niveau donc de notre pays, c'est parce que il y a un ancien président au nom de Joseph Kabila qui est en train de manigancer des choses derrière pour déstabiliser ma gouvernance, pour déstabiliser mon pouvoir. Donc, il n'est que le trophée que Félix Tshisekedi brandit aujourd'hui aux yeux du monde et aux yeux des Congolais pour dire que si j'ai échoué dans la politique que j'ai voulu mettre en œuvre, si j'ai échoué de mettre fin à la guerre, la seule et unique raison à cela, c'est bien évidemment l'ancien président Joseph Kabila. Et là, ils l'ont collé une peine à perpétuité, une peine de mort véritablement, condamné à mort véritablement. Et là, ça va encore alimenter l'opinion, ça va lui permettre de gagner un peu de temps jusqu'à ce que son mandat n'arrive. Peut-être que lui aussi va faire comme l'ancien président, rester encore quelques années avant d'organiser les élections. On est habitué dans ce pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.